Croissance et compagnie sur le format TGIM aujourd'hui et en plus on est en première en présentiel au superbe bureau de Family Connexion. Oui, enfin, la vie reprend, un petit retour à la normale. Très cool. Donc, hey, bienvenue. Donc Mélanie Dubois, ma co-animatrice. Et notre invité, puisque le thème d'aujourd'hui, c'est l'étoile montante. Donc, on a Geneviève Fillon-Savard, donc avec un petit peu plus que 12 mois d'expérience, donc une rookie en immobilier. Et on est vraiment excités d'en apprendre davantage sur ton expérience, faire un petit bilan de ta première année en immobilier. C'est gentil. Merci de m'accueillir comme ça aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un honneur de faire de briser la glace aujourd'hui en live avec vous, puis je l'apprécie énormément. Yes! Merci beaucoup. Merci de te lancer là-dedans avec nous. Donc, deuxième carrière, toi, l'immobilier. Tu as étudié en architecture à l'Université de Montréal. Tu as un bac en admin au HEC. Toi, tu as quand même un cool background corpo, right? Donc, tu as quand même commencé ta carrière comme analyste financière chez Sobeys, donc un géant du détail. Après ça, tu as travaillé à Ottawa, au bureau-chef de Costco. Oui. Right? Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, justement, chez Costco? Chez Costco, en fait, j'étais spécialiste dans l'inventaire. Fait que je m'occupais qui est toujours comme le bon niveau d'inventaire dans les magasins, si on veut. Puis j'ai touché un petit peu au développement de produits Kirkland aussi dans le Health and Beauty. Ouais. Ben justement, ça t'a servi, je crois, donc, parce qu'au retour sur Montréal, tu as commencé chez Métro. Oui, exact. Et chez Métro, tu faisais du développement de produits de marque privée. Oui. C'est ça? Oui. Produits sélection irrésistible. Super intéressant. De Métro. De Métro. Oui, j'étais Métro. Okay. Et là, tu décides durant la pandémie, en fait, là, de te lancer dans l'immobilier. 12 mois sont passés, 18 transactions à ton actif, près d'une vingtaine, déjà une vingtaine de familles que tu as aidées. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr que tu vas en inspirer plusieurs de ton parcours et de ta vision maintenant de l'immobilier, peut-être un peu le côté, j'aime bien l'idée du qu'est-ce que tu t'attendais, comment tu t'es lancé dans l'immobilier et là, comment potentiellement ta vision, ton approche à la business et au secteur a évolué. Oui, je suis prête. Bon, parfait. Donc, un parcours en gestion des multinationales avec une hiérarchie quand même complexe, right? Et là, ta décision d'aller dans l'immobilier, explique-nous un peu, ça a été quoi le déclic? Bien, en fait, le déclic, c'est que j'ai rencontré les RH de la compagnie pour qui je travaillais. Puis, au point où j'étais rendue dans ma carrière, j'avais beaucoup été au niveau corporatif, puis j'étais rendue au niveau d'aller voir côté fournisseur comment ça se passait, au niveau des ventes, au niveau de la production des produits, si on veut. Puis, je me suis rendue compte que c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je me suis dit, tant qu'à le faire, bien, je vais le faire dans quelque chose qui me passionne. Puis je me suis ramenée en fait à l'architecture, mes années d'architecture, mes années de design. Puis je me suis dit pourquoi je le ferais pas dans un domaine que j'adore. Puis je passais déjà mes soirées sur Centris à regarder les nouveautés. Puis tu sais, c'est quelque chose que je faisais naturellement puis que j'avais jamais vraiment pensé faire une carrière là-dedans. Fait que ça a été ça mon gros déclic, je dirais. Quand je me suis mis à penser qu'est-ce que j'aimerais faire au niveau de la vente, bien, je me suis dit c'est naturel, le choix est naturel, ça va vers l'immobilier, c'est certain. Okay. Ça a été une grande décision, mais j'ai finalement fini par faire le saut pendant la pandémie. Je trouvais que c'était un bon moment pour le faire, parce que j'avais le temps de retourner à l'école, justement. Puis voilà, aujourd'hui ici, avec vous. Puis Geneviève, dans le jour, par rapport à tes attentes dans le jour du courtier immobilier, c'était quoi tes attentes? Ça a été quoi la plus grosse surprise là, par rapport à la réalité là, de ce que c'est de devenir un courtier immobilier? Bien, en fait, tu sais, c'est sûr que quand on est à l'école, on passe beaucoup au travers le processus du courtage, les tâches qu'on a à faire dans le day-to-day. Mais je ne m'étais pas rendu compte que le courtage, ça peut aller vraiment au-delà de ça. On peut vraiment aller dans plusieurs directions, si on veut. Oui. Notamment, bâtir une entreprise. Puis c'est ça qui m'avait beaucoup attirée vers Keller Williams, parce qu'on est vraiment outillés à travers l'agence à bâtir non seulement notre carrière, mais aussi bâtir une entreprise alentour de tout ça.
Puis je dirais le gros gap que je m'attendais pas, moi, j'étais vraiment pas réseaux sociaux avant de... Il y en a plein qui vont rire là, dans les gens que je connais, mais j'étais vraiment pas réseaux sociaux, puis je m'attendais vraiment pas à avoir à utiliser autant ces médiums de communication-là. Fait que je dirais que le plus gros gap entre l'école puis la vraie vie, bien, c'est vraiment ça, le côté marketing de sa personne. Ça, je le connaissais pas du tout, puis je m'attendais vraiment pas à le vivre dans les premières années, si on veut. Fait que je pense que... On s'ajuste, puis effectivement, moi, j'ai commencé ma carrière, puis ça n'existait pas, les médias sociaux. Fait que c'est possible, effectivement, c'est devenu une nécessité, mais je ne vais pas dire que ça fait tellement longtemps que j'en fais que ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais oui, c'est devenu un outil incroyable quand même pour se promouvoir, effectivement. Oui, puis en plus, c'est gratuit, puis c'est le fun parce que chez Keller Williams, on a accès à des... Keller Williams est partenaire, en fait, avec les réseaux sociaux, fait que c'est vraiment le fun de... On peut vraiment bien les utiliser, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Beaucoup d'outils à notre disposition à ce niveau-là. Parfait, ça. Mais bon, justement, il y a eu des surprises. Tu as dû t'adapter à certains niveaux. Par contre, qu'est-ce que tu penses que dans ton ancienne carrière, dans ta première vie, qui te sert maintenant? Donc, c'est quoi l'expertise potentiellement que tu pourrais vraiment identifier qui te sert? Bien, je dirais que quand on travaille au corporatif, bien, on est beaucoup porté à penser au niveau global d'une compagnie. Puis je pense que ça, c'est sûr que ça m'aide beaucoup parce que, tu sais, justement, quand on arrive dans une agence, bien là, il faut qu'on fasse un plan 1 an, 3 ans, 5 ans. Puis on est beaucoup dans le day-to-day au début. Mais moi, j'ai comme toujours en arrière-pensée, mais si je me développe, bien, il va falloir que je pense à des départements, à des choses que je vais développer autour de moi. Fait que je pense que ça va m'aider beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup. Tout le volet structurel aussi, parce que quand on est en corporation, on fonctionne selon une structure, on a des objectifs, on a des comptes à rendre à chaque mois, des post-mortem, tout ça. Fait que je pense que ça, c'est comme toutes des choses que j'ai développées à travers la corporation qui va m'aider dans ma carrière, c'est sûr. Ça va être nécessaire pour la carrière, c'est sûr. Oui, puis tu sais, le volet formation continue, quand on est en corporatif, bien, on est beaucoup porté à faire beaucoup de formations. Fait que ça va rester, c'est sûr. Ouais. Ouais, donc ça, c'est des valeurs, en fait, là, qu'on t'a inculquées au travers des années d'expérience dans le corporatif, qui te servent définitivement. Puis j'aime bien comment tu dis, c'est quand même une dynamique départementale, right? Et on collabore avec énormément de monde lorsqu'on est dans une hiérarchie. Puis dans le monde corporate, puis spécialement sur un rôle comme que tu avais, comme par exemple avec Métro. Et puis là, donc, je crois que tu as une perspective de tous les autres chapeaux qu'il faut que tu portes maintenant. Right? Là, tu parlais justement de marketing, normalement, marketing, tu sais, pour... Oui, puis le développement du produit, bien, le produit maintenant, c'est que tu dois développer ta marque, ton produit, puis c'est toi-même. Tu sais, c'est de pouvoir communiquer ta valeur, comme tu pouvais communiquer la raison d'acheter un produit, bien, c'est la raison pourquoi les gens veulent travailler avec toi. Fait que c'est clairement t'es chanceuse d'avoir déjà cette expérience-là. Ça va t'aider, ça t'a aidé à réussir beaucoup plus rapidement, clairement. Ton challenge pour 2021, c'était quoi ton plus gros challenge? Mon plus gros challenge... Ta plus grande victoire aussi? Et où? Bien, je dirais Attends, il faut que je réfléchisse à celle-là. Mon plus gros challenge... Bien, je dirais que c'est sûr qu'au début, c'est vraiment les rudiments du métier, parce que quand on apprend à l'école quelque chose, mais quand on arrive sur le métier, c'est pas du tout la même chose. Puis on a tellement de choses à apprendre aussi. Là, comme moi, je suis tombée dans les chalets locatifs. Hein. Puis c'est sûr qu'à l'école, on parlait pas des fours septiques, on parlait pas des puits artésiens. On en parlait de façon globale, mais pas en profondeur. C'est ça. Fait que je pense que mon plus gros challenge au début, ça va avoir été de... Parce que tu veux toujours donner un bon service à tes clients, puis tu veux pas que ça paraisse que tu connais pas la réponse. Mon plus gros challenge au début, c'est sûr que ça a été de me familiariser avec les rudiments du métier, parce qu'il y a tellement de choses à savoir quand on arrive sur le terrain. Chaque propriété qu'on achète ou qu'on vend est particulière. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qu'on apprend à l'école, c'est une chose, c'est général, mais après ça, on tombe dans les particularités, puis c'est là qu'on a souvent des questions pour nos clients, puis on veut vraiment répondre de la meilleure façon qu'on peut. Puis quand on commence, bien, tu sais, on se sent comme...
sais, le petit nouveau avec les grosses lunettes, puis la salopette, puis les freckles. Mais on peut pas toujours répondre, c'est ça. On veut pas avoir l'air de ça devant nos clients. Fait que c'est sûr que mon premier challenge, ben, ça a été ça. Puis je pense que qu'est-ce que j'ai fait qui m'a aidée, ça a été de m'entourer de partenaires, de tiers, si on veut. Fait que j'ai trouvé des notaires avec qui je pouvais travailler, des arpenteurs, des spécialistes de fours septiques, des spécialistes de puits. Puis ces gens-là, bien, ça devenait mes points de référence. Quand j'avais des questions, je pouvais les texter, ça allait super vite. Puis aux yeux des clients, mais tu sais, je paraissais pas trop la rookie, comme tu parlais, même que je l'étais. Fait que tu sais, je pense que ça a été un des plus grands challenges. Puis aussi de développer comme un branding. Pour moi, ça, c'était vraiment nouveau. Okay. J'ai comme jamais fait ça. Fait que ça a été un gros challenge de vraiment passer au travers tu sais, le big why, pourquoi je fais ça, c'est quoi que j'ai envie d'offrir comme service à mes clients. Oui. Parce que comme on en parlait tantôt, quand on est en corporation, bien, tout ça, on représente un branding qui existe déjà, puis il y a déjà comme un processus qui est en place. Hein? Oui. Sauf que là, c'est à moi de le créer de A à Z, tout ça. Fait que ça, c'est quand même un gros challenge que quand on est à l'école, souvent, on ne nous l'apprend pas, puis on pense pas que ça va être quelque chose qu'on va travailler fort dessus sur le marché. C'est ça, puis c'est apprendre à se différencier des autres, puis, tu sais, de pouvoir perdurer aussi, d'apprendre à dire aux clients très bonne question, puis je vous reviens, à place de donner une réponse farfelue ou de, tu sais, c'est correct si on ne connaît pas la réponse, il faut juste la trouver, la réponse. Puis souvent, moi, encore dans ma carrière aujourd'hui, quand je ne connais pas la réponse, bien, je dis à mon client, mais laisse-moi faire mes recherches, puis je te reviens. Tu sais, j'ai pu, ça arrive encore, tu sais, ça va toujours arriver. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais on est mieux d'apprendre puis d'expliquer aux clients qu'on va leur revenir, puis ils sont contents d'avoir la réponse plus tard. Ils n'ont pas besoin de la réponse immédiatement. Tout de suite. Pas toujours. C'est correct d'avoir ce questionnement-là, là, puis trop souvent, les courtiers vont essayer de répondre, puis finalement, ben c'est pas la bonne réponse. Fait qu'on est toujours mieux de... Je te reviens. Moi aussi, je l'ai appris. Que d'avoir l'air fou. Ouais. Exactement. Puis Ouais, c'est correct de ne pas avoir la réponse. Tu sais, on a cette anxiété-là au début parce qu'on est nouveau puis tout ça, mais moi, j'ai appris que c'était encore correct pour moi de ne pas avoir la réponse. Puis mes clients, ils m'aiment quand même. C'était une super belle initiative de justement aller essayer de chercher les réponses, t'entourer des experts, en sachant très bien, humblement, qu'on n'aura jamais toutes les bonnes réponses. Oui, j'ai une longue liste de partenaires stratégiques. Justement, ça nous amène sur un beau petit segue au prochain sujet que je voulais aborder. Et c'était quand même, donc, tu as pris la décision de te joindre à une équipe, tu es avec le groupe Utana. Donc, j'aimerais quand même que tu nous dises, particulièrement de quelle façon, comment tu as choisi le groupe Utana, pourquoi, et ça a été quoi les avantages de potentiellement de joindre une équipe comme ça dans ta première année de carrière? Bien, c'est sûr que quand vient le temps de choisir une équipe, il y a quand même plusieurs facteurs à considérer. Le choix, il n'est pas facile parce qu'il y a des bonnes équipes partout à travers l'agence, partout ailleurs aussi. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui prend ses décisions de façon plus rationnelle, là. Mais quand j'ai choisi le groupe Utana, bien, tu sais, ça a vraiment été une décision de cœur. Tu sais, le match a vraiment été bon avec Utana. Puis je me disais vraiment, tu sais quoi, Jen, l'important, c'est d'avoir un bon mentor parce que là, tu commences de A à Z. Puis, tu sais, je trouvais que le match était vraiment bon. Puis c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait aussi de faire des chalets locatifs. Puis Utana, bien, on partageait un petit peu cette même passion-là. Oui, fait que ce serait un peu ça ma réponse en lien avec pourquoi j'ai choisi le groupe Utana. Il y avait une belle synergie avec son équipe déjà, puis c'est ça, son créneau m'intéressait beaucoup. Puis, on s'entend vraiment bien, puis j'avais le goût de travailler avec eux, en fait. C'était vraiment simple comme ça. Puis les avantages, c'est sûr que, tu sais, Utana, il y avait déjà beaucoup d'expérience. Il y a déjà beaucoup d'expérience, il y a déjà une structure qui est en place. Fait que c'est moins déroutant quand tu es nouveau. Tu arrives dans une structure qui est déjà implantée. Puis lui, dans le fond, il a passé au travers plusieurs choses que moi, j'avais pas passé au travers. Fait que ça m'évite de faire des erreurs aussi de débutant, si on veut. Il a été très proche de moi dès le début. Puis
c'est ça. Je pense que ça évite de faire des erreurs de débutant. Je me répète, mais c'est pas mal ça, je pense que... Ça revient tout aux mêmes choses. Oui, Ouais. c'est ça, c'est correct. Ça revient souvent aux mêmes choses dans nos choix de plein de choses. Là. Oui. C'est ça. J'ai beaucoup aimé la mention, ce que tu fais. Puis je suis sûr que tu as une approche hyper rationnelle et quand même analytique. Lorsque tu prends une décision, right? Même si tu as une personnalité, quand tu as de la drive, puis je suis sûr que tu over-analyses pas. Right? On va dire que l'analyse paralyse. Ah, moi, je sais pas c'est quoi. Mais dans le cas du choix d'équipe, right? Donc c'est comme ça a été par-dessus la tête, donc c'était vraiment un choix de cœur. Donc, tu sais, la connexion, right, sur un plan émotionnel, le côté fit, côté valeur, donc ça me parle beaucoup. Oui, puis tu sais, Yutana puis moi, on est deux personnes complémentaires aussi. C'est ça qui, au début, je comprenais, je sais pas que je comprenais pas ma décision, mais je me disais, tu sais, il y avait quelqu'un d'autre avec qui on se ressemblait beaucoup, que j'avais fait des entrevues, tout ça, mais Yutana, on était complètement différents, puis à un certain point, je me suis dit, c'est important que je regarde c'est quoi mes forces, puis je regarde c'est quoi mes faiblesses. Hein. Puis quand j'ai rencontré Yutana, bien, j'ai vu qu'il n'y avait pas les mêmes forces que moi nécessairement. Puis c'est ça qui fait grandir à la fin de la journée, quand tu rencontres des gens qui ont du succès de un, mais qui ont des forces qui t'amènent ailleurs puis qui te font grandir aussi. Absolument. C'est ça, Mélanie et moi, on s'en parle souvent. La force d'une équipe, c'est toujours en complémentarité. Exact. Ça, j'y crois, Mordicus. Oui. On partage une vision, puis on approche les choses différemment, puis on apprend à tous les jours, un de l'autre, de la fatigue. Des fois, c'est le fun d'échanger quand on tripe puis qu'on échange des idées, parce que c'est pas toujours les mêmes idées. Ça, c'est ce qui fait La qu'on vision, s'entend si bien. Oui. La vision et les valeurs doivent être les mêmes. Exact. L'approche et les stratégies ou les styles. C'est le fun quand c'est pas pareil. Exact. Exactement. On couvre beaucoup, on couvre tous les scénarios possibles. Et justement, c'est la clé du leverage. Right. Exactement. Puis c'est le fun d'avoir une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Mais ça crée tout le temps comme des conversations. Ah, j'y avais pas pensé à ça. Puis je leur dis régulièrement, j'avais pas vu comme ça. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Tu sais, fait que ça, c'est le fun. Ça donne une belle énergie dans l'équipe aussi. Là. Il n'y a pas de croissance en confort. Exact. Ah, oui, j'arrête d'y penser. C'est pour ça qu'on s'amuse. Dans ton coaching que tu as pris dans ta première année, c'est quoi les choses, les formations que tu as suivies dans ta première année qui t'ont apporté beaucoup de valeur ou qui t'ont amené beaucoup de valeur? Les formations, bien c'est sûr, mes premières formations, c'est les Ignite que j'ai faites. Je pense que j'ai fait les 6 premiers en rafale. J'en ai manqué quelques-unes après. Mais ça a été vraiment clé pour moi parce que c'est ça. Ça m'a poussé à réfléchir tout de suite. C'est quoi bâtir une compagnie? Même que c'était pas ça mes défis day-to-day, mais j'avais quand même tout le temps ces réflexions-là dans la tête. Ouais. Puis ça orientait tout le temps mes décisions un peu, puis comment j'orientais mon choix de client, par exemple. Je sais que j'ai été mis à l'épreuve pendant la dernière année. Des fois, il y avait des clients avec qui ça cliquait peut-être un peu moins. Puis ça, j'ai appris à dire non, puis à vraiment orienter ma clientèle vers des gens avec qui ça fait de plus, que c'est plus naturel. Geneviève, c'est quoi tes ambitions puis tes objectifs à long terme? Puis est-ce que ça a évolué depuis que tu as commencé en immobilier par rapport à maintenant? Mes objectifs, en fait, sur le long terme, c'est sûr que j'aimerais ça devenir une top producer de l'immobilier. C'est quelque chose que je rêve, en fait. Puis pour moi, un top producer, c'est sûr que ce serait d'atteindre au moins un bon 60-65 transactions par année. OK, parfait, super. Oui. Puis sinon, c'est sûr que les objectifs ont changé. Là. La première année, il ne faut pas s'en mettre trop sur les épaules non plus parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à savoir. Puis juste de se positionner dans notre milieu, on est où, comment on veut faire les choses, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de réflexion. Fait que c'est sûr que moi, mon objectif première année, c'était vraiment de me familiariser avec le travail, avec les étapes. OK. Puis je me laissais vraiment aller. J'étais vraiment go with the flow. Puis il y avait Yutana qui me donnait des conseils, puis qui me dirigeait un peu d'une certaine façon. Mes objectifs par rapport à cette année, c'est sûr que quand tu veux avoir plus de business puis avoir plus de clients à la fois
transiger avec plusieurs dossiers en même temps, bien, c'est sûr que ça prend une structure, Ouais. puis ça prend des automatismes, puis ça prend comme un agenda qui est très bien organisé, si on veut. Fait que, en ce moment, ça fait déjà, mettons, 2 mois que je travaille là-dessus, mais c'est vraiment mon objectif de cette année, de commencer à automatiser certaines communications, optimiser, dans le fond, l'utilisation de l'agenda électronique, parce qu'avant, j'avais mon agenda papier. Puis, des fois, c'est pas toujours évident là, quand tu veux prendre des rendez-vous puis tu n'as pas ton agenda avec toi. Fait que c'est sûr que le virage à tout le côté électronique, bien, ça, c'est déjà fait. Mais c'est dans le but d'avoir une structure puis d'avoir un système qui est en place. Fait que, dans le fond, je veux vraiment... On en avait déjà un petit peu parlé de JP ensemble, mais comme tester mes systèmes aussi, c'est le temps, cette année, de les mettre en place puis de les tester. Exactement. Y a-t-il déjà une tactique là-dedans là, que tu as implantée dans ton premier trimestre cette année qui fait déjà un peu une différence? Oui. Bien, c'est sûr que bien, on a un outil chez Keller Williams, le GPS. Puis tu sais, là, je l'ai fait vraiment de façon très rigoureuse, si on veut. Puis ça, c'est une chose, justement, de préparer le GPS. On peut l'écrire, puis on s'en rappelle plus. Puis il y a une nuit, j'ai fait de l'insomnie récemment, on en avait parlé justement, puis tu sais, j'ai tout pris mon GPS, tous les objectifs que je veux atteindre cette année par ordre de priorité, puis je l'ai tout mis dans mon agenda. Fait que tu sais, après ça, là, ça devient un no-brainer, j'y pense plus, puis je fais juste comme appliquer les actions that's it, tu sais. Parce que c'est sûr que quand tu commences, souvent, mais tu as à peu près 250 tâches à faire dans ton année que tu ne veux pas oublier, par-dessus ton day-to-day, par-dessus plein de choses que tu as à faire. Fait que là, puis souvent, c'est ça qu'on va laisser de côté, les choses qui sont importantes pour la carrière, pour le développement de la business. Hein. Mais c'est des choses que, on n'est pas obligé de le faire rapidement, puis one shot, ça peut mijoter, mais quand c'est à l'agenda, bien, au moins, tu te prends vraiment du temps pour ça, puis ça fait avancer les choses en même temps. Fait que c'est sûr, on appelle ça le work-back schedule. Oui. Je l'ai fait avec toi. Oui, work-back schedule, ça, c'est tellement pratique. Ça t'aide à reculer, ça t'aide à déjà dégager les choses du RAM, du disque dur. Le work-back schedule, j'aime le côté de mettre en perspective tes objectifs, les tâches que tu as identifiées, qui étaient critiques pour accomplir ce que tu voulais, mais de les visualiser sur la ligne, le linéaire d'un calendrier annuel. Ouais. Donc, ça me repose. C'est des genres d'affaires qu'une fois que tu le fais, c'est mis sur papier, là, tu as un coup avec la pression, tu as un poids de moins sur les épaules. C'est ça un peu que tu as ressenti? Oui, bien c'est qu'au lieu d'avoir tout le temps en tête 200 choses à faire, bien, je me dis comme cette semaine, bien, j'ai cette chose-là à faire. Puis si j'en fais à chaque 2 jours, bien, à la fin de l'année, je vais avoir fait quand même beaucoup de tâches que je devais faire pour faire avancer la business, si on veut. Ouais, c'est vraiment un bel outil. Pour la priorisation aussi là-dessus. Puis, tu sais, des fois, j'entends des courtiers travailler. On dirait que c'est comme, là, on a une mission. Là, it becomes on oublie toutes les autres affaires. Puis là, on met de côté les tâches qui sont quand même importantes. Ça fait qu'on ne peut pas mettre de côté. Là, il y a toujours un time block qui est important à faire, right? Parce qu'on manage plusieurs projets. Right? C'est du project management. Ouais. On est en 2027, dans 5 ans. Tu connais la question, oui, c'est ça. Oui. Donc, en 2027, là, on est assis à la même table. Donc, ça ressemble à quoi ta vie professionnelle et personnelle? Ma vie professionnelle et personnelle, ben, le volet professionnel, ben, je dirais dans 5 ans, ben, j'aimerais beaucoup ça avoir atteint mon objectif qu'on parlait tantôt. 65 transactions. Oui, 65 transactions annuelles. C'est sûr que pour arriver à ça de façon très douce et fluide, ça prend une équipe aussi. Souvent, il faut apprendre à déléguer certaines tâches parce que c'est sûr qu'au début, je vais mettre plus d'intensité, j'imagine, mais à un certain point, justement, je vais vouloir penser peut-être plus à ma vie de famille puis à ma vie personnelle. Puis je pense que la meilleure chose à faire, c'est justement d'aller chercher des outils supplémentaires. Fait que, c'est sûr que moi, je pense à développer
mon équipe, c'est certain. D'ici 5 ans, c'est ça que je vise, c'est certain. Je sais qu'on a toutes les ressources pour y arriver. Là. On a parlé justement cette semaine dans une formation des femmes. Hein. C'est ça qu'on parlait, comment trouver la bonne adjointe, c'est quoi les compétences que ça prend. Fait que, encore une fois, c'est ça qui est le fun, c'est que pour y arriver, il y a beaucoup d'ouverture, comme on parlait tantôt, beaucoup de transparence. Les gens nous partagent leur expérience, puis je trouve ça super le fun. Fait que c'est sûr qu'au niveau professionnel, ce serait ça, devenir une top producer avec une équipe. C'est ça que je visualise sur le long terme. Sinon, au niveau de ma vie personnelle, c'est une bonne question. C'est sûr que, moi, j'aime ça voyager. Fait que je me vois, avoir un bel équilibre entre justement ma vie professionnelle et personnelle. Fait que je me vois voyager. Moi, je suis une skieuse. Fait que c'est sûr de faire un voyage de ski à chaque année, un voyage sur le bord de la mer. C'est quelque chose qui me parle. Avoir des enfants aussi, j'aimerais ça avoir des enfants bientôt. Fait que il va falloir que j'apprenne à justement trouver la bonne balance entre le travail et la vie familiale si je veux arriver à jongler avec tout ça en même temps. Je pense que ce serait pas mal ça, ma réponse à cette question-là. En conclusion, all right? Déjà, la conclusion. La conclusion! Donc, que dirais-tu aux aspirants ou aux nouveaux courtiers? Donc, un conseil, des astuces, right? Donc, si tu aurais l'occasion justement de parler à Geneviève de 2020, right? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? C'est sûr que moi, quand j'ai commencé, au début, on était un peu fébrile, là. Puis on a comme hâte, on est comme plein d'énergie, puis on a hâte que ça commence, mais souvent, ça ne démarre pas aussi vite qu'on pensait. Puis ça peut être stressant, ce volet-là, si on veut. Puis moi, j'ai été la première à vouloir vraiment beaucoup, puis à me dire comme « let's go, je vais faire tout ce que je peux pour avoir le plus de clientèle possible ». Puis souvent, il y avait des temps morts, puis des fois, j'étais stressée, Puis là, si je me regarderais quand j'ai commencé, je pense que qu'est-ce que je ferais différemment? Ça serait justement d'aller vers le côté marketing, travailler mon branding, ma mission, ma vision. Parce que quand tu es assis avec un client vendeur, souvent, c'est ça que tu vas envoyer comme message au vendeur. C'est quoi ta vision? Comme moi, mettons, ma vision, c'est que je ne veux pas créer des relations à court terme avec mes clients. Je veux créer des relations à long terme. Fait que d'être capable de le verbaliser, ça prend quand même du temps avant de statuer. C'est quoi ma vision, c'est quoi ma mission, c'est quoi mes valeurs, de les mettre sur papier. Puis ça, moi, j'ai comme pas pris beaucoup de temps au début, ni au niveau de mon branding, le logo, c'est quoi l'image que j'ai envie de projeter via les réseaux sociaux. J'y allais pas mal à peu près, mais je prenais jamais beaucoup de temps pour faire ça. Fait que je pense qu'être nouveau, ce que je recommanderais, c'est que justement utiliser les temps morts du début pour vraiment mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Comme ça, jour 1, quand on est prêt à commencer, au moins, il y a déjà des choses qui sont implantées. Il y a un guide du vendeur qui est déjà implanté, un guide de l'acheteur. Ça, c'est des outils que quand tu arrives, au moins, moi, j'avais souvent les mains vides au début. Puis maintenant, j'ai mes outils avec moi, sauf que si j'avais commencé dès le début, c'est sûr que ça m'aurait aidé. Oui. Ouais. Très bien dit. Puis, de ne pas se mettre trop de pression aussi, parce que, c'est sûr que le monde du courtage, c'est un monde de paraître aussi, puis les gens ont souvent tendance à se comparer. Puis moi, ça, c'était quand même quelque chose qui était nouveau pour moi, parce que je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Mais à un certain point, c'est juste de dire comme « let's go », comme je fonce, puis je me pose pas de questions. Puis d'essayer de rester comme soi-même le plus naturel possible, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas créer des belles relations avec tes clients. Puis c'est pas en voulant imiter quelqu'un d'autre, c'est vraiment en restant toi-même. Donc, là-dessus, merci beaucoup. Merci. Un plaisir et un honneur. Merci, Bonne continuation. Et là-dessus, bonne semaine. Merci, JP. Merci, JP. Cheers.